Uh. Yeah. Salut les triathlètes, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète X OpenTri et on casse les codes. Même si c'est moi qui vous enregistre l'intro, eh bien j'apparais dans l'épisode d'aujourd'hui. Notre ami Charlie est un petit peu enrhumé, c'était mon tour il y a 15 jours. Aujourd'hui, c'est moi qui prends donc le relais. Je vous propose de parler triathlon, bien sûr, mais aussi équilibre de vie, bénévolat et préparation Ironman avec un invité qui s'appelle Paul Munoz, alias Pabloxy sur les réseaux. Paul, c'est un passionné de sport, mais c'est aussi quelqu'un qui jongle entre des projets professionnels dans l'événement sportif et une préparation ultra sérieuse, cette fois-ci, pour son premier Ironman. Il nous partage ses débuts, ses galères en natation, son expérience de bénévolat aux Jeux Olympiques de Paris 2024 et surtout son projet solidaire pour soutenir la Ligue contre le cancer. C'était une discussion ultra inspirante, pleine d'enseignements, que vous soyez en train de préparer un Ironman ou simplement curieux de voir comment on peut concilier sport, vie pro et engagement personnel, voire s'aligner sur son premier triathlon. D'ailleurs, il nous partage quelques erreurs qu'il a faites pour que vous ne les commettiez pas aussi à votre tour. Et avant de démarrer cet épisode, je voulais vous partager un article qui me fait toujours vibrer sur le blog d'OpenTri. Il s'agit de l'histoire du triathlon. Saviez-vous que votre sport favori trouve ses racines dans les années 70 en Californie? Enfin, bon, c'est ce qu'on dit, hein. Moi, un peu chauvin quand même pour mes 50% français, j'ai entendu dire que le triathlon avait commencé au début du XXe siècle en France. Mais bon, soit. Si vous voulez comprendre comment ce défi fou entre natation, vélo et course à pied est né et comment il a évolué jusqu'à devenir une discipline olympique et un mythe avec l'Ironman d'Hawaï, c'est l'article à lire sur le blog d'OpenTri. Je vous mets le lien dans la partie ressources des notes de cet épisode. Ah, et une autre chose importante, on a besoin de vous pour vous aider. Que ce soit pour améliorer le podcast Devenir triathlète X OpenTri ou les lives d'OpenTri, dites-nous ce que vous aimez, ce que vous aimeriez voir évoluer. Ça se passe sur devenirtriathlète.com/sondage. Ça vous prend à peine 90 secondes, 1 minute 30 et ça nous aidera énormément à vous proposer toujours plus de contenu qui vous correspond. Allez, on se retrouve tout de suite avec Charlie et Paul Munoz. Bonne écoute! Salut les sportifs, c'est Armano et je suis très heureux de vous recevoir sur un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète. Surtout que ça faisait longtemps, ça fait 2 semaines que je suis pas venu. Charlie, tu te rends compte? Ouais. On a dû prendre l'intérim pendant ce temps-là, mais voilà, on s'est débrouillé. Je pense que les auditeurs ont continué à recevoir leur épisode tous les mardis. C'était très bien. Ouais, c'était cool. D'ailleurs, j'en profite, je sais pas si tu as vu, mais sur le compte LinkedIn, il y a Alexis Lapouille, qui est le cofondateur de Aeroptimum, donc un centre de aide-moi, une soufflerie, voilà, une soufflerie qui a rebondi sur l'épisode justement sur l'aérodynamisme. Je me dis que ce serait pas mal peut-être qu'on le réinvite. On l'avait eu il y a quelques années sur le podcast, ça pourrait être intéressant qu'on reparle justement sur l'aspect beaucoup plus encore plus technique que l'épisode que vous avez fait avec Max sur l'aérodynamisme et notamment l'intérêt de l'aérodynamisme en soufflerie. Enfin bref, un des sujets qu'on pourra aborder. Du coup, je t'ai mis directement dans le bain, mais je n'ai pas dit que Charlie d'OpenTri était avec moi. Salut Charlie quand même. Salut Armano, salut tout le monde. Et aujourd'hui, on a un invité. Comment on t'appelle? Par ton nom, ton prénom ou par ton petit pseudo Instagram? Allez, on va déjà donner ton nom, ton prénom et ton nom. Je suis très heureux de tendre le micro à Paul Munoz. Salut Paul. Salut Armano, salut Charlie. Très heureux de vous retrouver à travers ce temps d'échange. Tu peux m'appeler par Paul ou Pabloxy, mon petit nom sur les réseaux. Bon, de toute façon, ouais, on y reviendra de toute façon dans le courant de cet épisode, mais effectivement, on va rester sur Paul, hein, c'est plus simple. Ouais. Et justement, Paul, la toute première question du podcast, elle est directement pour toi et assez simple. Est-ce que tu peux te présenter? Dis-nous tout. Qui est Paul Munoz? Avec grand plaisir. Donc, Paul Munoz est un individu d'1m95, originaire du sud de la France, donc de Cannes. Et donc, j'ai rapidement eu un parcours assez classique, bac scientifique, prépa, école de commerce, avec un petit temps à l'étranger, et pour arriver ensuite sur l'événementiel sportif, qui m'a guidé depuis maintenant 4 ans, basé à Paris. Et donc, on y reviendra peut-être, mais voilà, j'ai construit mon expérience professionnelle autour du secteur de l'événementiel et avec un focus sur l'aspect sportif. Vas-y.
peut-être plus largement, au-delà de ça, peut-être mon lien avec le sport. Ouais. Il commence tout petit, dès mon plus jeune âge. Et c'est en partie grâce à mes parents, il faut le dire, qui sont de grands marathoniens. Alors, on n'est pas du tout dans les stats, les chronos. C'est marathon plaisir. Et c'est un peu grâce à ça que je vous parlerai tout à l'heure du défi et de la dimension que je l'apporte. Pas forcément en lien vraiment avec la performance, du fait que dès petit, dès le collège, en fait, mes parents, donc on est une fratrie, on est 3, j'ai un grand frère et une petite sœur, et ils nous inscrivaient en fait à des 10 km pour commencer. C'était mieux de commencer par là au collège avant de faire plus longue distance et être dégoûté par ce sport-là. Et donc, dès petit, on a baigné dans les pâtes le samedi soir, lever tôt le dimanche, et c'est parti, la course du dimanche matin qui va bien. Et d'ailleurs, comme on a commencé assez tôt au collège, c'est vrai que les amis comprenaient pas trop. Mais pourquoi tu vas courir le dimanche matin? C'était encore un peu flou pour eux, et nous aussi, puisqu'on débutait, et on connaissait pas vraiment un peu nos limites et nos corps et sensations. Donc, c'est un process collectif, on va dire, avec toute notre petite famille qui s'est mis en place, et c'est en partie grâce à eux que je suis allé du coup sur la course à pied d'abord, après en enchaînant du coup sur le semi-marathon et le marathon. Et ensuite le triathlon depuis 2-3 ans. Ouais. Donc, tu as commencé par la course à pied. Alors, même si tu nous l'as dit, c'était plus de la course à pied plaisir que de la perf, tu nous donnes un petit peu quelques références sur 10, sur semi, sur marathon, pour qu'on puisse voir aussi justement comment tu te situes. Qu'est-ce que c'est pour toi le sport plaisir versus le sport performance? Carrément. Je pense que beaucoup d'auditeurs verront qui devaient être devant moi et que je devais être dans leur rétro à certaines courses s'ils les ont faites également. Sur 10 km, j'ai un record à 44 minutes. Sur semi, 1,47 avec un vomi au 20e. Donc c'est mon excuse. Je voulais les 45, mais bon, je les ai pas eu, tant pis. Et marathon, je les ai fait très jeunes, à 20 ans, et j'ai fait 4h27, un peu moins de 4h30. Okay. Voilà. On en reparlera peut-être après, mais vous verrez que, et c'est pourquoi je me suis inscrit une des raisons pour laquelle je me suis inscrit à un Ironman longue distance, full, c'est parce que j'ai jamais été vraiment discipliné dans mes prépas, et j'y suis toujours arrivé avec 1 mois, 2 mois de prépa grand max, que ce soit sur du 10 ou sur du marathon. Et donc forcément, les chronos suivent pas forcément, mais en même temps, c'était aussi ma vision pour le coup à l'époque du sport et de l'effort. Moi, si tu veux, c'est pas une excuse que je me donne. Si tu veux, j'ai un mec à te présenter. Bon, je pense que tu es déjà dans ta prépa pour l'Ironman, mais il y a un mec qui est autour de notre table virtuelle là, qui encadre les gens justement dans leur entraînement. Donc, ça peut toujours servir. Hein. On a peut-être des choses à se dire. Ouais, tout à fait. Non, mais voilà, tu vois, sans taquiner, mais c'est vrai que les temps que tu donnes sont des temps du milieu de peloton finalement, donc de tout le monde. Et c'est intéressant de se dire que, et c'est l'objectif aussi de cet épisode, de se dire que on peut être un amateur, un bon amateur ou un amateur de milieu ou de fin de peloton, et puis s'éclater, et puis avoir des projets, et puis être amoureux du sport, parce que je comprends que c'est ton cas, t'as focus ta carrière sur l'événementiel, en particulier l'événementiel sportif, mais des échanges qu'on a déjà eus ensemble, tu es amoureux du sport de manière générale. Oui, c'est ça, c'est une passion, et je pense qu'on la partage, sinon je pense qu'on ne serait pas réunis ici. Et c'est une des raisons qui te fait notamment lever le matin et qui te pousse un peu à te surpasser, sans rentrer dans les grands discours, mais c'est un peu ça. Et peut-être pour nous donner une indication, quand tu faisais que de la prépa course à pied, ça représentait quoi pour toi dans ta semaine, le nombre de sorties, le distance que tu parcourais? Ouais, alors du coup, comme je vous le disais, j'ai eu très peu de prépa et j'étais pas du tout accompagné par un coach. Ça représentait, j'allais dire, entre 1 et 3 fois semaine, et 3 fois semaine grand max, en général, ouais. Que ce soit sur du 10 ou jusqu'à sur du marathon. Finalement, ta régularité, elle était dans l'irrégularité. C'est ça, c'est exactement ça, c'est bien résumé. Mais mine de rien, tu nous as dit un truc en intro en te présentant, 1m95. Donc
Voilà, 1m95, faut les emmener. Enfin, c'est presque 2 mètres quand tu cours. Donc toi, normalement, quand tu fais un pas, il y en a d'autres qui en font 4 ou 5. Je parle pour moi, par exemple, mais du haut de mes 1m69. Mais du coup, ça modifie aussi peut-être l'entraînement, même si tu as grandi avec ta taille, mais c'est pas forcément le même type d'entraînement. Et en plus, sur les 3 sports, non? Et ouais, carrément. Mais déjà, avant de s'entraîner, c'est trouver le matériel, tu vois. Bon, les chaussures, maintenant, ça va. Les grandes tailles se sont démocratisées, on va dire. Mais sur le vélo, typiquement, ça a été assez compliqué et challengeant. Mais après, pour le coup, comme j'ai toujours été plus ou moins grand, je me suis adapté, quoi. C'est plus sur les transports ou quand tu te trimbales le vélo avant la course, dans le train avec ta housse, où là, tu regrettes un peu la taille, ouais. Mais ça fait partie du jeu. Et d'ailleurs, les gens souvent me disent, mais attends, mais tu fais que 44 minutes, mais tu fais des enjambées 2 fois plus grandes que nous. Je fais, dans ma tête, je fais, c'est vrai, mais c'est pas le cas. Et j'ai plus de 90 kilos à traîner aussi, donc C'est vrai. une autre excuse. C'est un tout, effectivement. Bon, l'avantage, c'est que quand tu te trimbales avec ton vélo, tu vois tout le monde de haut. Donc, tu arrives à voir loin si avec le vélo, ça passe ou pas, non? C'est ça. J'ai la vision. Ouais. En parlant de sport, justement, au-delà de ton parcours sportif qui t'a amené à t'inscrire sur un Ironman, et ça, on y reviendra, cet été, tu as fait un truc cool aussi. Mais c'était pas juste un truc de cet été, ça t'a pris pas mal de temps, non? Ouais, exactement. Je pense que tu fais référence à mon séjour au Kenya? Je faisais surtout référence. Juste avant. Ouais. Ah oui, d'un point de vue Est-ce pro. que tu as fait pendant la petite fête qu'il y avait, la petite fête de campagne qu'il y avait à Paris avec quelques personnes qui sont passées nous voir? Ouais. Exactement. Tout à fait. Donc, du coup, j'ai toujours été à mon compte depuis que j'étais diplômé, donc il y a 4 ans. Et j'étais en freelance, j'ai vagabondé, on va dire, d'expérience à mon compte en tant que chef de projet indépendant, de projet en projet, d'un projet sur Starlink via SpaceX jusqu'au relais de la flamme, en débouchant du coup sur, toujours en lien avec les Jeux Olympiques, un double travail, on va dire. Alors, je vais essayer de pas perdre les gens et peut-être synthétique, mais ma dernière expérience du coup datait de septembre dernier, et donc j'ai eu un premier travail au sein du comité d'organisation donc des Jeux de Paris 2024, où j'étais responsable de production de formation digitale hébergée sur une plateforme de formation à destination donc de l'ensemble de l'écosystème de Paris 2024. Donc en gros, il y a les 45 000 volontaires bénévoles, les plus de 100 000 prestataires et aussi tout nos staff. Sachant que on était à la fin 4 000, 4 500 salariés. Quand j'y étais en stage il y a 2 ans, on était 600, 700 quoi. Enfin, ça a été une machine qui a explosé. Et c'est incroyable de vivre ça de l'intérieur. Et tout ça pour dire en effet qu'il y avait ce premier travail donc de créer des formations digitales pour former tout ce petit monde en amont de l'Olympiade. Donc ça a duré 7-8 mois, très intense. Et ensuite, je suis passé sur un poste opérationnel courant juin 2024, où là, je suis passé responsable donc, des volontaires d'un site de compétition qui était le Parc des Princes, où on accueillait du coup à Paris dans le 16e les tournois de football masculin et féminin. Donc on a reçu quelques matchs de poule, quelques matchs de quart et surtout on a reçu les 2 finales hommes et femmes. Donc c'était 10 matchs en 17 jours avec 2 jours où tu avais des double headers, on appelle ça. Donc c'est des doubles sessions, une à 15h et une à 21h, ce qui avait jamais été trop fait sur un site de foot en France. Donc il y avait plein de rebondissements, on va dire, pendant cette Olympiade que j'ai du coup pas pu suivre, étant la tête dans le guidon pour le coup. Ça ressemblait à quoi tes journées là cet été globalement? Qu'est-ce que tu faisais au quotidien pendant que tu étais sur les JO? Alors pendant les JO, je pense que ça intéressera plus que le travail d'avant où c'était beaucoup de chefferie de projet. Là, pendant les Jeux Olympiques, du coup, on avait des bureaux dans le Parc des Princes et c'était un système où en gros, plus ou moins la moitié de l'équipe était du staff Paris 2024 et la moitié était du staff du PSG.
Et ça permet tout simplement de faire des liens et des fusions beaucoup plus pratiques et évidentes, puisqu'ils ils travaillent sur leur site à l'année. Donc, on avait un open space un peu comme en entreprise classique. Et c'était des journées allant de 9h à 21, 22, 23, et j'en passe. Ça dépendait des jours, mais très intense. Et en gros, c'était des réunions, pas mal de repérage aussi, puisque étant en charge de 700 volontaires en tout sur le Parc des Princes, je me devais du coup de piloter tout ça avec 13 managers qui avaient eux leur pool de volontaires. Moi, j'avais aussi mon équipe de 15 volontaires. Et il fallait déjà d'abord m'acclimater avec le site du Parc des Princes. Il y a plus de 47 ou 8000 places au total. Donc, c'est un super site. Et moi, je suis très nul en orientation. Je ne sais pas vous. Comment vous vous situez là-dessus? Ce qui est bien, c'est que sur un parcours de triathlon, on est guidé. Donc, ouais. pas besoin d'avoir de sens Et en fait, d'orientation. je suis très mauvais là-dessus. Donc, j'ai mis vachement de temps avant de me repérer. Donc, je demandais aux équipes du PSG de me faire des petites balades pour bien repérer les différentes zones stratégiques, puisque tous les volontaires étaient déployés évidemment en field of play sur l'heure de compétition, mais aussi en extérieur stade et en intérieur stade, les salons VIP, enfin, différentes zones utiles pour que la compétition se déroule bien. Donc voilà, du repérage du terrain puisqu'on était sur site, et en même temps de la prépa avec des réunions avec le PSG, Paris 2024. Et c'est quoi l'ambiance au quotidien? Tu as l'impression de quand même profiter de l'ambiance du truc qui a été quand même assez exceptionnelle, ou Ouais. c'est du taf et tu passes des journées bien remplies à gérer des Ouais. missions? Alors, c'est beaucoup de taf et c'est très prenant et intense, mais du coup, d'un autre côté, c'est hyper stimulant à titre perso et aussi pro, parce que tu découvres plein de compétences. Enfin, tu vois, moi là, j'ai 26 ans, c'est la première fois que j'étais manager sur ma signature mail. Et du coup, il y avait les responsabilités qui allaient avec, les meetings avec tous les responsables, où du coup, il faut savoir prendre la parole et assumer ses responsabilités avec une équipe hyper jeune. La moyenne d'âge, alors je vais pas dire de bêtises, côté Paris 2024, était en dessous de 40 ans, ça c'est sûr. Et côté PSG, c'était plus ou moins pareil. Donc, c'était que des jeunes qui avaient aussi une appétence sport. On allait faire des fives aussi sur certains midis. Enfin, vraiment une ambiance de travail hyper agréable, bienveillante. Ça, c'est, je pense, très important, surtout plus tu te rapproches de la compète, plus tu as tendance à te crisper et à être anxieux. Et c'est là où c'est important, ce travail d'équipe et cette cohésion. Et ça s'est passé hyper bien pour le coup quand je suis arrivé sur site. Est-ce que tu en profites pour voir, est-ce que tu as l'occasion de voir les stars, enfin les joueurs, les joueuses, quand ils viennent sur le terrain? Est-ce que vous avez l'occasion de discuter avec eux? Est-ce qu'il y en a qui viennent vous remercier pour finalement avoir été là? Parce que finalement, vous n'avez pas forcément assisté, profité de cette Olympiade, mais vous avez fait en sorte que tous les gens qui venaient, que ce soit des participants, des participantes ou même des spectatrices ou des spectateurs, profitent de ce moment-là. Exactement. Et puis pour le coup, c'est les meilleurs retours qu'on puisse avoir, c'est les retours terrain. Alors les joueurs pas directement. Du coup, j'avais une accréditation où je pouvais accéder à toutes les zones, mais j'allais pas dans les vestiaires joueurs parce que évidemment il y avait d'autres choses à faire d'un point de vue des opérations. Mais surtout les bénévoles, les volontaires et les spectateurs, c'est les deux typologies, on va dire, de personnes avec qui j'étais en lien quotidiennement, qui heureusement ont été aussi gentils, à l'écoute et bienveillantes et ont parfaitement réussi leur mission, puisqu'il faut quand même le rappeler peut-être à nos auditeurs, les volontaires, peut-être qu'il y en a aussi dans ceux qui nous écoutent, étaient évidemment pas rémunérés et du jour au lendemain, ils pouvaient tout simplement partir et ne plus revenir. Et donc, il y avait un des gros enjeux, c'était la stratégie d'engagement au sein du programme des volontaires pour comment est-ce que tu vas engager là, du coup, à mon échelle, les 700 volontaires pour qu'ils reviennent le lendemain et qu'ils s'y retrouvent dans leur mission, sachant qu'il y avait des missions, on va pas se cacher, qui étaient moins sexy que d'autres, tu vois. Les ramasseurs de balles, c'était des privilégiés, on va dire, vu par certains, quand d'autres orientaient simplement, tu vois, faisaient simplement de l'accueil spectateur en extérieur stade. Et du coup, il y avait tout cet enjeu aussi d'être à l'écoute, d'essayer de faire des rotations pour que tout le monde s'y retrouve, puisque l'objectif principal, ça reste une grande fête populaire. Il faut que tout le monde soit content et ressorte avec un bon retour, quoi.
Et souvent, on avait eu des bons retours. On a eu beaucoup de plaintes aussi, et bon, ça fait partie du jeu. Mais ouais. Ouais, c'est vrai que c'est un peu l'envers du décor, parce que quand on va sur une compétition, on se rend pas forcément compte, en tout cas tant qu'on n'a pas été de l'autre côté, du travail que ça demande, et puis de la fluidité qu'il faudrait qu'il y ait, et aussi de cette rétention des volontaires, que ce soit Exactement. là pour Paris 2024 ou pour certaines compétitions, et même les plus prestigieuses en triathlon. Il y a énormément de bénévoles. Sans eux, on peut rien faire. Mais du jour au lendemain, le pool de bénévoles qu'on a recruté, ils peuvent très bien dire, ouais. OK, pour l'Ironman, je viens le samedi, mais alors le dimanche, j'ai mon fils qui court l'Iron Kids, je serai pas là. Et comment on fait dans ce cas-là? Comment on les retient, ces gens-là? Eh ben, ces gens-là, souvent quand ils te disent ça, c'est trop tard. Donc, c'est que tu as peut-être mal fait ton travail et qu'il fallait plus l'engager en amont. Et du coup, par exemple, à l'échelle de Paris 2024, on avait une équipe dédiée du coup à toute la partie engagement. Et il y avait des ambassadeurs du programme des volontaires, comme Grand Corps Malade, par exemple, ou Anouk Garnier, qui étaient là aussi à travers des messages vidéo. Il y avait aussi des événements créés en amont. On a réuni tous les volontaires à la Défense Arena pour faire un gros show avec toutes les équipes aussi. Ça, c'était en mars. C'est là qu'a commencé un peu la stratégie d'engagement. Et après, ils avaient une newsletter, un portail aussi sur lequel ils avaient toutes les informations dédiées à leur mission. Et sur le terrain, on avait un centre des volontaires. En gros, moi, j'avais 150-200 mètres carrés. Et dedans, on avait un petit budget pour mettre tout un tas d'activités. Donc, on avait des télés, baby-foot, table de ping-pong. Et après, on crée aussi des activités. Moi, j'avais une équipe de 15 volontaires dans mon équipe qui m'aidaient et je les remercie beaucoup. Ils m'ont évité beaucoup de gouttes de transpi. Et du coup, notamment, une de leurs missions était de créer, tu vois, un plan un peu d'activation événementielle interne pour, pendant les pauses de chaque bénévole, qui puisse se retrouver à cet endroit-là et prendre du temps et faire des activités qui sortent un peu de leur mission, quoi. Bon, je te propose qu'on parle un peu triathlon quand même. Ouais. C'était une belle parenthèse, bien enchantée. Moi, j'aurais bien voulu en être. Malheureusement, tu vois, je faisais pas partie des volontaires parce que j'avais pas eu l'occasion d'eux. Mais j'ai quelques copains qui l'ont fait, qui m'ont dit qu'effectivement, c'était une très très belle expérience qu'ils ont vécue, même si c'est pas payé. Hein. Ouais, voilà, tout le monde ne court pas après l'argent. Il y a aussi parfois juste le fait de mettre la main à la pâte ou de participer à ce bel événement, parce que les Jeux Olympiques, c'est quand même un beau truc. Et merci encore à tous ceux qui ont participé, puis aussi à celles et ceux qui participent à nos compétitions, et même la course au saucisson du dimanche, parce que sans bénévoles, on n'arrive pas à s'en sortir. Toi, tu as commencé le triathlon il y a 2-3 ans, tu nous as dit. Pourquoi? Ouais, c'est ça. Comment? Qu'est-ce qui t'attire dans le triathlon? Eh ben, figurez-vous que en échangeant avec une amie qui a lancé un podcast aussi, on a échangé la semaine dernière autour d'un café. Et en fait, en parlant avec elle, j'ai compris comment je suis arrivé au triathlon. Et du coup, comment je suis arrivé au triathlon, c'était en 2019. Donc, en fait, je suis très mauvais en maths, ça fait 6 ans, 5-6 ans. Je me suis fait opérer de l'épaule pour des luxations à répétition que je faisais. Et d'ailleurs, la dernière luxation, c'était en dormant. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit, là, il faut se faire opérer. C'est inquiétant. Mes potes me se moquaient de moi et ne me croyaient vraiment pas sur cette anecdote-là. Non, mais ça, c'est quand tu fais 1m95, tu dors dans un lit d'1m20, c'est sûr qu'au bout d'un moment, ça coince. T'as raison, c'était peut-être ça le problème. et donc, je me fais opérer en juin 2019. Et mon grand frère, avec mon cousin, décide de s'inscrire à un triathlon à Cannes-sur-Mer, donc à côté de chez nous, qui était plus ou moins pendant que j'étais à l'hôpital. Et eux, en fait, venaient aussi de l'univers de la course à pied et n'avaient pas vraiment ni de prépa, ni de notion du triathlon. Mais j'aurais peut-être dû dire aussi qu'au-delà de la course à pied, j'ai de la famille dans les Pyrénées. Et du coup, depuis très petit, avec mes parents, on allait dans les Pyrénées. Avec surtout mon père et mon frère, on allait faire tout l'école un peu légendaire du Tourmalet, Pays-Ressourdes, etc. Donc, il y avait quand même ces deux sports couchés, pas du tout natation. Et après cette opération, j'ai pu quand même aller les voir sur le triathlon. C'était un M, je crois, de mémoire, c'est ça. Et donc, moi, j'avais mes sparadraps, tous mes sparadraps, j'étais encore un peu shooté, j'avais mon attel. Et j'ai découvert un peu cette discipline physiquement, on va dire, puisqu'évidemment, les réseaux sociaux te permettent d'avoir accès à tout type d'infos liées au tri. Mais tant que tu n'es pas confronté, je trouve, avec
tu sens pas de près la compétition. En tout cas, moi, c'était la première fois sur un prix. Je me suis dit, mais waouh, en fait, c'est trop bien. Et il y a quelque chose de dynamique, un côté aussi polyvalent, je trouve, qui derrière implique de la discipline et du travail, qui m'a mis la puce à l'oreille de OK, je vais me remettre, je vais me faire de la kiné. Et après, pourquoi pas me mettre dedans. Et en fait, je pense que ce moment-là était en quelque sorte un déclic et m'a orienté aussi vers le triathlon. Sachant que je faisais aussi du volley en national, à niveau national, et du coup, l'épaule étant déboîtée, je pouvais plus rien faire. Maintenant, ça va mieux, mais j'ai dû switcher et faire un peu le diet. Et il fallait donc trouver un autre défi pour prendre la suite du volley. Et du coup, quand tu démarres déjà avec une optique de faire une compétition, tu vises déjà un premier triathlon ou tu vises déjà d'être régulier dans les 3 sports? Comment ça se passe? Qu'est-ce qui te motive à démarrer? Ouais, donc on est en 2019, je suis encore en école de commerce, donc je sors pas mal et la régularité n'est pas encore là. Du coup, l'objectif, c'est de... Sauf dans les sorties. L'objectif principal, c'est de prendre un dossard. Et avant de prendre un dossard, oui, c'est ça. Donc, je suis à côté de Nice, à Cannes. Et donc, il y avait l'Ironman de Nice qui était, je crois, c'était en septembre, à la rentrée de septembre. Et je décide d'être bénévole, du coup, avec mon père qui a l'habitude de le faire tous les ans. Et du coup, là, je découvre une autre facette de l'événementiel qui est être bénévole. Et en fait, j'ai adoré. Je remettais simplement les dossards aux amateurs, du coup, pour le coup. Et en fait, j'ai adoré échanger avec eux, ou même au moment du dossard, les tester avec une petite blague pour savoir un peu comment ils se sentaient, etc. Et ça renforçait mon goût pour m'y mettre et prendre un dossard après cette expérience de bénévolat. À ce moment-là, tu n'étais pas encore inscrit, donc? Je n'étais pas du tout inscrit, non. Je venais de me remettre de l'épaule et du coup, j'étais étudiant et je me suis inscrit en tant que bénévole. Et juste après, peut-être une semaine après, j'ai pris un dossard avec un pote avec qui je fais l'Ironman d'Hambourg, là, pour le Half Ironman de Nice, pour le coup. Et donc, j'avais jamais fait de triathlon. Je me suis dit, on va essayer de mettre la barre un peu haute et de tenter un half direct à Nice, à la maison, et du coup, de me mettre à nager. Ok. Ça, c'est la plus grosse difficulté, te mettre à nager. Quand tu penses au projet là, quand tu dis ok, je m'inscris au half, c'est ça le plus gros. Exactement, c'est ça. Et je pense que Charlie, tu es bien placé pour savoir quand tu accompagnes des triathlètes amateurs, c'est cette crainte ou cette peur peut-être de l'inconnu, de se noyer, de ne pas avoir la technique, qui au final, après du travail, un bon encadrement se fait et à n'importe quelle allure, comme en course à pied, à n'importe quelle allure, quoi. Mais oui, c'était ce sport que je connaissais pas du tout et que j'appréhendais aussi à Nice, puisque du coup, on nageait dans la mer. Et je voyais toutes les vidéos sur Insta où les gens se roulaient dessus. Je me disais, mais attends, mais c'est du catch ou de la natation? Donc, il y avait aussi un peu cette peur de nager de l'eau libre aussi. C'est le complexe de l'insulaire, tu sais, celles et ceux qui vivent sur une île, qui finalement développent une certaine peur de l'eau. Enfin, pas tous, mais certains, comme certains marins aussi, qui ont peur de l'eau d'ailleurs. Ouais. Toi, t'es originaire de Cannes, pourtant, t'es pas un grand nageur à la base, quoi. Donc, il fallait vraiment que tu te mettes à apprendre à nager. Ouais, exactement. C'est ça. Et ça se passe comment, justement? Comment est-ce que tu démarres? Ouais, ça se passe avec mon frère, du coup, qui est professeur d'EPS à La Courneuve, ici, en région parisienne. Et du coup, on a fait 2-3 séances en piscine et il m'a appris un peu sur le tas à bien placer mes bras, à les gratter derrière l'oreille. Et après, j'ai pas une très bonne technique, hein, mais du coup, avec ces conseils-là, maintenant, je me débrouille et je fais sur cette base-là, quoi. Mais je pense que c'est important d'être accompagné en tous les cas, quand tu débutes. Donc, tu as opté pour la case se faire accompagner par un ami. Souvent, le conseil qu'on reçoit, c'est hésite pas, tu prends 10 cours de natation, même si tu es avec des purs débutants, au moins si tu n'as jamais vraiment nagé, parce que c'est quand même rare de voir certains adultes qui n'ont jamais nagé. Mais bon, nager, ça ne veut pas non plus dire avoir une technique pour pouvoir tenir X kilomètres sur un triathlon. Et donc, souvent, le conseil, c'est
prendre 10 cours de natation avec un mec qui va t'apprendre les bases de la natation technique. Et puis après, le deuxième conseil, c'est essayer de rejoindre un club, quoi. Toi, tu as chanté tout ça, tu es resté en mode autonome. Ouais, c'est ça, un peu autonome. Quand même, du coup, c'était un peu son métier, même s'il n'est pas coach directement, mais du moins, il était crédible dans ce qu'il disait. Et après, ça m'a suffi pour pas me noyer au-delà d'un bassin de 50 mètres. Déjà, ça, c'était une épreuve de faire 50 mètres sans faire une pause ou une brasse au milieu. Et après, de fil en aiguille, avec du coup de la rigueur et de l'entraînement, pas le choix, ça fonctionne. Et ça représente quoi, cette préparation pour ton premier Half Ironman en termes de temps? Est-ce que tu arrives à y consacrer le volume nécessaire tout de suite? Est-ce que déjà tu te rends compte, tu te projettes sur ce qu'il va falloir faire à l'entraînement pour pouvoir terminer à minima cette compétition-là? Pas du tout, non. Non, un peu inconscient dans l'approche, je pense. Et je vais pas vous mentir, j'ai fait une prépa de, je dirais 2 mois, 1 mois et demi, 2 mois avant le half, avec peut-être 10 séances de natation, je pense, maximum. Donc je ne mettais vraiment pas en avant pour le coup, parce que je vais pas me cacher, j'aime pas nager non plus. Enfin, je prends pas de plaisir à aller nager. Ou peut-être que Charlie et Hermano, vous avez un secret pour me faire kiffer en natation, mais pas à date en tout cas. Y aller à plusieurs, y aller avec des copains. Ouais, c'est vrai, t'as raison. D'où le conseil une fois que tu as pris 10 cours de natation, inscris-toi dans un club, quoi. Déjà, ça motive un peu. Tu as plusieurs niveaux, donc ça te permet aussi, tu vois, de commencer là où tu t'estimes être ou là où le coach estime que tu as le niveau, et puis ça permet de te voir progresser, et souvent ça te permet de nouer des amitiés avec des gens qui vont un petit peu te motiver. Et puis après, il y a d'autres moyens de se motiver aussi, hein. Y aller avec des gens ou fixer quelqu'un dans le bassin que tu trouves intéressant, et puis après qui tu vas essayer de courir, de nager pour le coup. C'est vrai, et j'ai jamais fait pour le coup, mais je prends le conseil. Et côté natation, tu dis une dizaine de séances. Et côté vélo, parce que c'est là que tu vas passer le plus de temps sur ton half, comment ça se passe côté vélo? T'as déjà une base ou pas? Ouais, j'avais déjà une base du coup depuis petit. J'ai dû commencer au lycée, contrairement à la course à pied, le vélo, et du coup j'en faisais de temps en temps le dimanche. Je parle dans mon passé, on va dire. Et après les étés, quand on allait franchir l'école dans les Pyrénées. Et du coup, pour la prépa là, de half, donc 2 mois avant l'échéance, c'était une sortie par semaine. Enfin, le dimanche pour le coup. Je faisais la sortie du dimanche, 60-70 km max. Et souvent, chez nous, on va vers Saint-Raphaël, enfin dans le Var. On fait 30-40 bornes, post café chouquette, et on revient. C'est pas 60 en continu, j'avoue. Bon, on t'avait dit que sur Half, c'était 90 quand même, non? Oui, je t'ai prévenu. Mais parce en général, en course à pied, on fait jamais de surdistance. Par contre, en vélo, c'est pas rare d'en faire, non? Ah oui. Ah oui, oui. C'est fortement recommandé. Et vas-y. Raconte-nous, ça se passe comment le jour J avec cette prépa? Alors, ça se passe très, très mal sur la course à pied, forcément. Mais alors, le reste, natation, du coup, si je me rappelle, donc c'était en juin 22. Juin 22, j'ai fait 38 à la natation. Donc, j'étais plutôt content pour le coup. En Oli, première expérience. Je l'ai vraiment adoré. Puis, pour le coup, le fait d'apprendre l'Oli, il y avait un côté un peu sauvage, bestial, un peu survie, je sais pas. Et ça m'a vachement animé, ça m'a boosté de fou. Et puis j'ai réussi aussi à m'orienter par rapport au Whey, donc la natte s'est plutôt bien passée. Le vélo aussi, j'ai mis, je sais pas combien j'ai mis, mais j'étais à 26, je crois, de moyenne. Il y avait 1005, je crois, de D+, sur Nice. Donc ouais, bon, pourquoi pas. Et par contre, le marathon, le semi, 2h15. Et là, en souffrance, dès le 8e kilomètre, terrible. En plus, vous voyez le parcours, c'est des boucles. C'est des allers-retours. Des allers-retours de 5 sur la prom, donc très très long. Très très long, ouais. Et 2h15, très dur. Et en fait, j'avais fait un seul entraînement enchaîné vélo course à pied pendant ma prépa. Et du coup, c'est là où il fallait que je mette la gomme, parce que là, je le vois dans ma prépa maintenant, mais ça fait tellement la diff, et je me suis dit, mais
mais Paul, t'es bête. Pourquoi t'as pas pensé simplement à peut-être bosser déjà les transitions, puisqu'au-delà du semi, tu prépares un triathlon et pour moi, je le vois comme course à pied enfin, vélo plus course à pied, ce qui est différent que d'un semi. Et ça se déclic, je l'ai que maintenant, quoi. Ouais, Tu n'es pas dans le même état quand tu démarres ton semi d'un Oui. triathlon que quand tu démarres un semi sec, ouais, c'est certain. Ouais. Ouais, tu vois, c'est intéressant voilà. d'aborder ce point parce que il y a quand même pas mal d'amateurs qui nous écoutent aussi, certaines et certains qui vont se lancer dans leur premier triathlon. Et c'est vrai que c'est des choses qui peuvent paraître bêtes quand tu le sais. Mais quand tu le sais pas, quand personne te l'a dit, quand t'es pas dans un club, quand t'es pas encadré, quand t'as pas un pote triathlète qui te dit mais vas-y, fais un entraînement d'enchaînement et on le rappelle, hein, si on prépare un Alpha Ironman, on n'est pas obligé de rouler 90 et d'aller courir 21 bornes après à l'entraînement. On peut juste faire des sessions de 5 bornes de vélo, 1 kilomètre de course à pied. On remonte sur le vélo, on refait 5 bornes de vélo, 1 kilomètre de course à pied. Et effectivement, c'est le petit truc qui change pas mal de choses. Et après ce premier semi, justement, ce premier Ironman, ce premier Alpha Ironman, ouais. tu fais quoi? Tu jettes l'éponge? Tu te dis, il te faut combien de temps pour te dire, ah putain, c'était bon, en fait, il faut que je remette ça? Et je mets, bon, je pense un jour ou deux, le temps de retrouver un peu les jambes et les cuisses. Et après, du coup, je me dis pas direct l'Ironman, parce que pour le coup, j'en avais vraiment chié sur le semi. Je me dis, il faut que je refasse un triathlon, comme c'est ma première expérience. Et donc, je décide de refaire le Half de Nice, donc l'année d'après, en 23. En 23, toujours avec cette fois mon pote. Là, j'ai réussi à ramener mon frère, sa copine et mon cousin. Donc, on avait une plus grosse team. Et là, j'étais plus régulier dans la prépa. Mais encore une fois, j'étais à 3 mois et demi de prépa. Et en fait, je crois, à cette période-là, je débutais les JO, enfin, mon expérience aux JO, où j'étais sur un autre projet sur le relais de la flamme. Et du coup, enfin, j'étais hyper pris d'un point de vue pro. Et ça, peut-être on en parlera après par rapport à pourquoi j'ai créé mes réseaux sociaux au-delà de mettre mes entraînements en avant. C'est cet équilibre de vie que je cherche à avoir entre le pro, le perso, et que j'ai eu du mal à combiner, on va dire, avant là, le défi actuel de l'Ironman. Donc, c'était un autre half avec un peu plus de prépa et un retour d'expérience sur le semi. J'ai fait le même temps au semi, 2h15. Et donc là, je me suis dit, bon, ok, j'avais travaillé un peu plus quand même. J'avais essayé d'apprendre de mes erreurs en travaillant plus les enchaînements. Donc, c'est chose faite. Mais en fait, c'est la course à pied où moi, je suis mauvais, faut le dire. Et je me traînais. Mais j'étais vachement plus en gestion. Parce qu'à ce moment-là, j'ai commencé la course à pied et j'avais en tête de faire un Ironman. Et je me suis dit, tu vas faire quelque chose de 2 fois plus gros. T'es pas forcément prêt. Va pas te cramer comme j'ai pu le faire sur mon premier half où dans ma tête, j'étais là, ok, c'est un semi, en oubliant que j'avais fait du vélo, donc j'étais parti très vite et je me suis aussi cramé. C'est pour ça que j'étais en lactique dès le 8e. Et donc là, sur cette expérience-là, je me suis dit, prends le temps et écoute-toi tout simplement. Et donc, je suis parti dès le début du semi sur des allures, j'avais 2 heures en tête. Donc, je n'étais pas assez réaliste. Et après, en fait, j'étais régulier. Et là, je suis arrivé, même si j'étais autour des 6h30, je crois, au total d'efforts. J'étais vachement content et satisfait de ma gestion de course que j'avais pas du tout sur mon half de l'année passée. Et après ces 2 expériences-là, a posteriori, c'est quoi les trucs que tu aurais fait différemment en priorité pour te préparer? En priorité, je pense, la discipline, c'est quelque chose que j'essaie de m'appliquer maintenant au quotidien et que j'avais pas du tout. C'était vraiment être discipliné et même sur mon temps perso, on va dire. C'est que j'aime beaucoup sortir avec les amis, picoler aussi un peu. Et du coup, forcément, les samedis soirs, des fois, je sortais avec mes amis. Et le dimanche matin, la sortie vélo, passer un peu à la trappe, par exemple. Et pareil, bon, pas en semaine, hein, je suis pas non plus à ce stade-là, mais disons que j'avais du mal à me dire non sur des activités, on va dire, perso, euh, qui aident pas, du coup, à une prépa efficace. D'où le fait Et d'avoir un équilibre.
peut-être que là-dedans, ce qui joue aussi, si on peut avoir des conseils pour les gens qui nous écoutent et qui seraient dans ton cas, peut-être que ça a toute sa place et ça peut être conservé si tu es plus régulier sur la période entre les deux prépas. Parce qu'en fait, si tu réussis à t'entraîner en continu de ton triathlon en juin 2022, c'est ça, à suite juin 2023, tu peux te permettre des petits écarts parce qu'en fait, tu fais pas 2 blocs de prépa, tu t'entraînes au quotidien et finalement, ta base d'endurance qui va te servir pour ton 73, en fait, tu vas la travailler toute l'année, quoi. Et tu trouves peut-être plus facilement aussi cet équilibre pro-perso à se dire, bah, je peux sortir un samedi soir parce qu'en fait, je m'entraîne toute l'année, donc je suis plus régulier. Carrément. Tu as très bien résumé et tout ça, je le découvre depuis octobre, là, depuis le début de ma prépa, octobre 24. Et c'est ça, en fait, c'est réussir à, je pense, à m'ancrer des habitudes, pas aussi extrêmes que sur une prépa ou peut-être essayer de faire tout en condensé, mais comme tu dis, le voir large et être régulier, avoir cette habitude plus régulière qui te permet en effet de jongler avec la vie perso, quoi. Et après ce second half, justement, comment tu disais que quand tu es parti sur la course à pied, tu avais déjà en tête de monter sur la marche supérieure, aller vers le full Ironman. Ouais. À quel moment ça arrive? À quel moment tu prends un dossard? À quel moment tu te dis, bon, alors combien de temps je me prends pour faire ma prépa et plus y aller à l'arrache? Comment tu définis tout ça? C'est ça. Pour moi, au-delà du défi d'être finisher d'un Ironman, il y a ce côté, je peux plus y aller la fleur au fusil pour le coup. Ou alors, si certains ont la recette, je suis preneur, mais c'est une épreuve où je pense que tu es obligé d'être discipliné et de t'entraîner régulièrement. Et c'est là que j'ai retrouvé dans ce format-là une façon de remettre un peu les curseurs à zéro et de me dire, OK, on repart du coup octobre 24, début de ma prépa, et on repart sur des bonnes bases, 8 mois de préparation, avec un coach pour le coup. Alors, j'ai pas directement un coach, en gros, je le fais avec 2 amis, Arnaud et Vassili, et eux sont dans un club de triathlon, et ils sont du coup coachés par le club, plus un accompagnement individuel via Idosport, via l'application. Et donc moi, je suis ça à distance parce que je suis plus basé à Paris maintenant, mais du coup, j'ai accès aux entraînements et ça me permet via les entraînements de leur coach, d'être régulier, de voir où j'en suis. Donc, il y a cet accompagnement-là qui est pas, on va dire, direct avec moi, mais pour le coup, c'est grâce à ça, on va dire, sur cette base-là que je m'entraîne. Et pour revenir sur ta question de à quel moment j'ai décidé de franchir le cap, c'était juste avant les JO. En fait, je me suis dit, bon, là, je vais rentrer dans un tunnel tout l'été. Je vais arriver après les JO, je vais me dire, bon, ça sent le burn-out, il faut que je me trouve un autre défi, pas forcément pro, mais peut-être plus perso, justement, prendre du temps aussi pour moi et me consacrer dans un défi plus important. Et donc, on a pris le SAR avec mes 2 amis en mai-juin, je crois, se disant, octobre, on commence la prépa, on prend un coach qui nous accompagne jusqu'à l'échéance. Et voilà, c'est parti. Et là, depuis le début de la prépa, donc en octobre, pour un Ironman qui aura lieu en juin, est-ce que là, déjà, sur ces premiers mois, tu sens que le fait d'être régulier, ça apporte déjà des progrès? Tu te sens plus à l'aise à l'entraînement? Ouais, ouais, complètement, ça a rien à voir. Et déjà, j'ai aussi envie d'aller m'entraîner tous les jours. Là, j'y vais tous les jours. Et avant, j'avais pas forcément cette envie-là. Et le plaisir d'aller s'entraîner, je pense que c'est hyper important. Et je l'ai trouvé comment? En y allant aussi un peu à mon rythme. Quand je dis à mon rythme, c'est en y allant quand même tous les jours. Du coup, le coach envoie des allures, mais il se base plutôt sur les allures de mes 2 potes qui sont plus tôt que moi. Et du coup, moi, par exemple, là, tu vois, demain, je crois que j'ai une sortie longue d'1h30 je crois, c'est 5h40. Et moi, je sais que, bon, je peux les avoir, mais je vais le faire à mon rythme. Et en fait, je veux pas, c'est peut-être pas la bonne strat, mais j'ai pas envie de me mettre dans le rouge aux entraînements. Parce que pour moi, j'ai jamais eu une période de prépa aussi longue. Je veux pas me dégoûter après un entraînement, me mettre dans le rouge et me dire, ah, mais le lendemain, il faut y retourner. Donc, j'essaie
un peu comme un sport d'endurance. Bon, pour moi, c'est une prépa endurance. Je gère un peu mon effort au quotidien et du coup, je fais un peu aux sensations tout simplement en ayant la séance en tête, mais je mets un peu de côté les allures et je le fais vraiment au feeling, aux sensations du corps, quoi, qui me permet d'être régulier, de m'y retrouver et de m'y retrouver. Ouais. Moi, je te confirme, se mettre dans le rouge à l'entraînement, c'est pas forcément la bonne solution. Après, il y a la règle du 80-20, quoi. En gros, c'est Oui, 80% de l'endurance où là, tu es dans le vert un peu foncé, à la limite, si tu veux. Tu tends un peu vers le jaune au maximum, puis après, tu as les 20% où justement, tu te mets dans le rouge, mais parce que ça fait partie de l'entraînement. ouais, ouais. Oui, bien sûr, il y a toujours ces 20% là, mais bon, c'est peut-être plus 90-10 pour moi, pour le coup. Ouais, et puis peut-être que pour toi, c'est aussi le bon moyen, cette philosophie-là, de pouvoir le faire rentrer dans un agenda et de t'assurer d'être régulier pendant tes 8 mois de préparation, quoi. Enfin, Bah même un ouais, peu plus d'ailleurs. ouais, carrément. Carrément, bah oui. Et puis à côté de ça, du coup, là j'ai fait une petite pause après les JO. Mais là, j'ai 4 projets en tout que je développe d'un point de vue professionnel, dont du coup ce projet euh, de Pabloxy, donc ma chaîne Instagram. Et donc tout ça, ça prend du temps aussi. Et du coup, j'essaie de vraiment maintenir cette discipline, cet équilibre, et de jongler entre mes 6 entraînements semaine, la partie un peu vidéo, contenu, aussi collaboration. C'est un axe que j'essaie de développer. Après, les amis, la famille, ma copine, tout ça. Et j'essaie vraiment, pour moi, et c'est presque, j'allais dire, une plus grande victoire, bon peut-être pas, mais autant une victoire peut-être que je mettrai au même stade que si je finis l'Ironman, c'est d'avoir réussi à être, pour la première fois de ma vie, régulier, discipliné dans un objectif sur une période quand même qui fait 6-7 mois. Donc ce serait ça ma victoire, quoi. Et c'est ça aussi qui me pousse à y aller tous les matins en me disant, OK, tu vas à ton rythme, mais tu vas, quoi. Et comment tu fais justement pour trouver cet équilibre pro, perso euh, quels sont Alors, je fais tes quoi? tips en fait? J'utilise Google Calendar et Trello. Google Calendar où je me mets tout simplement tous mes rendez-vous pro et perso. Et Trello, c'est un logiciel de gestion de projet que j'utilise pour le taf. Et je me suis dit, je vais tenter d'utiliser pour le perso. C'est la première fois que j'essaye et ça marche plutôt bien. Du coup, je mets, on va dire, mes, les compétences de chef de projet au profit de cette prépa pour essayer de tout caler, organiser. Ouais, pour moi, c'est ma petite stratégie. Ce qui rejoint un des conseils d'un des tout derniers épisodes de podcast sur comment s'entraîner plus malgré un agenda serré, c'est-à-dire en fait planifier les séances à l'avance, caser-les dans un Ouais. Google Agenda, dans un calendrier papier, ce que vous voulez. Mais quand les créneaux sont là, déjà c'est 80% du taf qui est fait, c'est qu'on évite d'aller s'entraîner quand on a le temps, parce qu'en réalité on Mm. n'aura jamais le temps. Et peut-être pour donner quelques échelles, là, donc tu prépares un premier Ironman. C'est quoi l'objectif? Et au quotidien, c'est quoi le volume d'entraînement, le nombre de séances? Ouais. Alors, l'objectif, c'est d'être finisher et de prendre du plaisir. Et je me mets aussi un peu à la préparation mentale et j'essaie de faire pas mal d'exercices de visualisation pour me visualiser. Là, en ce moment, je me visualise sur la ligne d'arrivée avec le sourire. C'est vraiment mon objectif parce que au-delà de ce défi sportif-là, il y a aussi une grande dimension de partage dans le sens où j'aime partager ces expériences collectives. Donc là, comme je vous l'ai dit, je le fais avec 2 potes. Mais il y a aussi toute ma famille et leurs familles et proches qui sont autour de nous, au quotidien, en réagissant du coup, par exemple sur les réseaux, mais de façon plus concrète, on a créé un groupe de supporters entre guillemets, et du coup, ils vont se déplacer, nous suivre. C'est à Hambourg en Allemagne, et donc ils vont venir. On a fait une collaboration avec un hôtel pour avoir tout le monde au même endroit, et du coup, il y aura cette émulation un peu collective autour de ça. Donc pour moi, c'est hyper important d'avoir les proches, la copine aussi qui suit aussi et qui est derrière nous. Et, euh, et oui, voilà. J'ai oublié la fin de ta question. Pardon.
Et du coup, ce que ça représente au quotidien en termes de volume d'entraînement? Et le volume d'entraînement, ouais, tout à fait. Volume d'entraînement, du coup, j'y vais tous les jours et je m'entraîne, je fais une séance par jour, sauf les week-ends où là, en ce moment, je fais 2 séances en une, dans le sens où les week-ends, le samedi et le dimanche, je fais un enchaînement, du coup, vélo, course à pied. Donc, par exemple, là, peut-être une semaine type pour donner un peu plus de concret, ça va être, du coup, en ce moment, le lundi, c'est récup, puisque le week-end, je fais les doubles sessions. Donc, on va commencer lundi récup. Mardi, je vais faire une séance de natte. Souvent, j'essaie de nager. Et là, encore une fois, je le fais un peu à ma sauce. J'essaie de nager maintenant minimum de 2000 mètres. Je me dis au moins la moitié de ce que je devrais faire. Je mets pas du tout d'ailleurs, je sais même pas comment ça s'appelle, les poules. Enfin, j'utilise aucun accessoire. J'y vais comme ça. Je mets la montre et je m'arrête au bout de 2 kilomètres. Ça. Après le mardi, donc là on est mardi, le mercredi par exemple, je fais une séance de course à pied en EF. Pareil, j'essaie. En fait, j'ai plus des caps de distance. Je le vois vraiment comme une distance. Par exemple, la course à pied, je me dis, je vais pas courir en dessous d'une heure. Et en même temps, dans ce qu'envoie le coach, c'est plus ou moins ça. Donc la course à pied, 1 heure et demie minimum. Après le vélo, pareil, ça va être soit une distance à kilomètres. Souvent, je me dis pas en dessous de 60, ou alors pas en dessous d'1 heure de home trainer, si c'est une sortie home trainer. Donc ça, jeudi, vendredi et les week-ends. Du coup, on arrive sur les doubles sessions. Donc là, par exemple, samedi dernier, c'était 90 vélos et 25 minutes course à pied en enchaînement. Et du coup, en testant la nutrition aussi et les enchaînements, ce que je faisais jamais avant en entraînement, je testais toujours mes petits gels Décathlon pendant la course. Et On ne teste jamais rien pendant la course. Je te raconterai une anecdote si tu veux d'ailleurs sur tester des nouveaux gels sur le Niscan en 2017. Ah ouais. Aïe. Ça c'est le pire réflexe. Ça va faire un deuxième carton jaune hein, après le je prends 2 mois ou 3 mois pour m'entraîner. Ah non, mais je suis nul. Hein. Ouais. Je sais. Mais si ça peut permettre justement aux personnes qui nous écoutent de ne pas reproduire forcément le schéma. C'est l'objectif. C'est l'objectif, ouais. Ouais. Et faut ça. Et du coup, le dimanche, une session similaire avec un peu moins de volume puisque la grosse séance, c'est le samedi. Donc là, c'était 70 vélos et 1 heure et demie de course à pied. Donc, tu es sur 6 à 10 heures par semaine, quoi, ouais, sur exactement. Les en termes d'heures, c'est ça. Tout à fait. Okay. Ce qui n'est pas énorme hein, quand je compare et quand je me renseigne autour de moi sur. Évidemment, après, je pense que les réseaux sociaux aussi, je pense qu'il faut prendre du recul et pas forcément se comparer, puisqu'on n'a pas tous les mêmes objectifs. Mais c'est vrai, quand j'écoute, je suis tranquille, quoi. Et pour donner une petite indication aux gens qui nous écouteraient et qui se poseraient la question d'un premier Ironman, chez nous, les phases spécifiques, donc les 5 mois avant l'Ironman, le volume minimum d'entraînement, c'est une dizaine d'heures par semaine, effectivement. C'est ça. Sachant que tout va dépendre aussi déjà de tes capacités à l'autre balancer entre le pro et le perso, mais aussi à tes capacités, à ce que tu entends faire pendant cette course. Tu l'as dit, ton objectif c'est de finir avec la banane et de prendre du plaisir. Si par contre tu veux faire un Ironman en 8 heures, t'entraîner 10 heures par semaine, ça va être compliqué, même chez les meilleurs. Mais c'est tout à fait faisable. Hein. Mais j'ai quand même en tête un petit chrono parce que j'ai quand même un petit esprit de compétition quand même. Et j'aimerais me rapprocher des 13 heures. Quoi. T'as splitté entre natation, vélo et course à pied, ce que ça représenterait? Ouais, alors natation, j'aimerais faire 1h20 de natation. Le vélo, j'aimerais rouler à 30. Donc ça fait 6 heures, si je ne me trompe pas. 6 x 3, 18. 6 heures. Et le marathon, j'aimerais battre mon record sur marathon. Ça, ce serait ouf. Donc faire moins de 4h27. Et dans ma tête, j'aimerais faire 3h59, mais je suis réaliste et je pense que je les aurais pas. Mais si je peux au moins me rapprocher des 4h30, 4h26, voilà. Mais ça, pour le coup, ça vient vraiment après. Et une petite anecdote, c'est que j'ai fait le semi de Toulouse là cette année. C'était la première course où je m'étais mis en tête un chrono. Et je revenais d'un stage aussi au Kenya à Iten. Donc j'avais toutes les cases vertes pour perfer. Et en fait, je me suis totalement foiré. Et depuis ce moment, je me suis en fait, toi,
les chronos et tout, c'est pas trop fait pour toi, je pense. Garde ton mindset et ça ira. Et là, tu parles d'Iten, justement, donc au Kenya, c'est le fameux spot où beaucoup de coureuses et de coureurs vont s'entraîner, notamment ceux qui cherchent de la perf, parce qu'en altitude, parce que dans une ambiance et dans des conditions qui sont vraiment propices à la performance. Toi, tu allais y chercher quoi? J'y suis. Alors, ça s'inscrivait dans un road trip que j'ai fait après les Jeux Olympiques, plus global que ce stage-là. Mais du coup, j'ai jamais allé en Afrique, donc découvrir un peu ce nouveau continent et la culture africaine. Et deux, toucher de près à tout ce que je voyais sur les réseaux sociaux, la culture du sport et de la course à pied sur ces hauts plateaux. Et donc, je suis allé dans un centre au Ronix Athletic Center. On a été très bien reçus pendant la semaine. J'ai fait une petite semaine. D'ailleurs, j'étais la personne qui gère le camp, Julien, me demandait combien de temps je restais, donc je lui ai dit 5 jours. Et en fait, il faut minimum 5 jours à une semaine pour que ton corps s'acclimate. Parce qu'on a 2400 d'altitude. Et moi, je partais au bout de 5 jours. Voilà. Ouais, c'est effectivement le truc quand quand tu veux faire de l'entraînement en altitude, il y a cette partie adaptation déjà à l'altitude pour pouvoir capitaliser dessus. Après, on fait comme on peut, hein. Moi, c'est vrai que j'ai déjà fait des stages en altitude, notamment à Font-Romeu. En fait, effectivement, si ça dure que 5 à 7 jours, tu pars du stage, tu te rends compte que tu as la forme que tu aurais dû avoir en arrivant, quoi. Parce que tu viens de t'acclimater à l'altitude. Ouais, c'est ça. Exactement. Et du coup, une semaine là-haut, ça te donne quoi? Ça t'apporte quoi? T'en reviens avec quoi dans les yeux? J'en reviens. Alors du coup, plus l'expérience qu'on va dire, les bienfaits physiques, puisque encore une fois, je suis pas resté assez longtemps pour m'acclimater. Et mon corps avait un peu de mal. Je dépassais pas les 6 bornes en sortie course à pied, parce que vraiment, j'avais du mal à aller plus loin. Mais ouais, la notion de partage, et pour le coup, c'était un centre où on était nourri, logé, blanchi. On vivait vraiment en petite communauté, aussi avec les Kenyans, et on avait la chance de pouvoir se greffer à leur entraînement, les fameux fartlek où tu sais pas jusqu'où tu vas tenir. Bon, moi, du coup, je les suivais en vélo sur ces séances-là, parce que dans tous les cas, ils me lâchaient très vite. Et moi, je voulais aussi découvrir et être au plus près de leur entraînement et savoir un peu comment est-ce qu'ils s'entraînaient. Et du coup, un fait qui m'a marqué, c'est qu'ils s'entraînent tous en long. Donc, ils s'entraînent déjà tous les jours, en kawaii, jogging, chaussettes sur le jogging, limite à mettre la capuche. Et en fait, je me demandais pourquoi ils faisaient ça. Et en parlant du coup avec certains, ils me disaient, enfin, ils ont une phrase qui dit train hard, win easy. Donc, entraîne-toi dur et gagne facile. Et en fait, c'est toute leur philosophie là-bas, c'est de se faire très mal à l'entraînement. Souvent, tu vois, il y en a qui font les sorties à jeun. Donc, ils ont pas forcément, tu vois, l'énergie dans les muscles pour assumer des séances d'une heure à plus de 20 km/h. Et du coup, ça les met direct dans le dur, plus le fait de se mettre dans des conditions difficiles via le survêtement. Et après, c'est vrai, quand tu les vois en Europe sur les grandes courses, ils arrivent avec le sourire et tu te demandes comment c'est possible, mais ils ont vraiment cette mentalité de au quotidien se faire mal et travailler dur tout en étant hyper modeste et humble. Et ça, j'ai trouvé que c'était impressionnant. À les entendre parler, c'est facile. Et même moi, tu vois, quand je disais mes références, il n'y avait aucun jugement et ils disaient, mais c'est très bien, chacun à son rythme et toujours dans l'écoute, la bienveillance, alors que ils sont surhumains, quoi. Ça, c'est une belle expérience. Ouais, ils sont et hyper accessible, en fait. C'est même des extraterrestres. Quand tu les vois courir, effectivement, comme tu dis, enchaîner des séances à plus qu'au seuil, à 120%, et puis ils sont habillés en long, ils en peuvent plus, ils n'arrivent pas à respirer, mais ils y vont jusqu'au bout, et c'est jusqu'au dernier qui tombe. Franchement, c'est impressionnant. Du coup, ça doit t'apporter quelque chose aussi psychologiquement. Tu l'as dit, tu commences à te mettre à la prépa mentale dans le cadre de ta préparation pour ton projet Ironman. Ouais, exactement. C'est quelque chose que j'ai toujours suivi de près, sans m'être fait accompagner directement, mais plus par curiosité que par besoin, je trouve. J'avais, rien à voir, mais j'avais été commercial pour un cabinet d'hypnothérapie du sport aux États-Unis, et du coup,
depuis ce moment-là, je me suis toujours renseigné et fait beaucoup de veille sur cette notion de préparation mentale, qui est malheureusement, je trouve, un peu sous-cotée encore en France et voire tabou pour certains, même chez les athlètes de haut niveau, en parlant avec certains pendant les JO. Et donc, ouais, pour moi, ça fait partie intégrante et j'utilise plus, je te le disais, sur de la visualisation à date, par rapport à mon objectif qui est de finir du coup avec la banane. Et j'essaie aussi, il y a un autre pan qui est la nutrition. Ça, bah, comme je te disais, et je suis curieux d'entendre ton anecdote sur ta nutrition du Niscan, mais du coup, toujours un peu à l'arrache comme je faisais avant. Là, je suis en lien avec des nutritionnistes pour comprendre ce qu'est la micro et macronutrition et comment l'utiliser à bon escient sur la course et aussi en amont au quotidien. Ouais, c'est intéressant. Tu vois, tu commences à avoir une vision plus globale, plus macro de ce qu'est le triathlon. C'est pas juste nager, rouler et courir. C'est avoir une approche sur de la préparation mentale, sur la nutrition. Ouais. On pourrait rajouter la respiration, on pourrait rajouter le sommeil, on pourrait rajouter l'organisation. Tu l'as dit, la récupération. Et tu disais que tu prends ton jour de récup le lundi. C'est un sujet qu'on avait aussi déjà abordé sur ce podcast, mais en gros, le conseil qui revient, c'est ton jour de récupération sportive, ça doit être un vrai jour de récupération. C'est-à-dire, c'est pas parce que tu fais pas de sport ce jour-là de la semaine que tu vas pouvoir en profiter pour mettre les bouchées doubles sur le boulot. Non, au contraire, c'est un jour où tu dois récupérer. D'où peut-être la récup le dimanche, mais et encore, ça dépend des organismes et des organisations de chacun. Sur l'anecdote sur l'alimentation, ceux qui nous écoutent l'ont certainement déjà entendu, mais Niscan, j'arrive frais comme un gardon, bien prêt, avec des potes. C'était une superbe expérience qu'on s'apprêtait à vivre. On est arrivé le mercredi, je crois. Mon père habite dans la région, donc on profitait un petit peu du temps. Je profitais de la famille, je mangeais correctement, mais bien, avec les bons petits plats préparés par mon papa. Et puis, je vais chercher le dossard, je prends le package avec le sac avec toutes les dotations. Et puis, je commence à préparer mes affaires dès le vendredi pour la course du dimanche. Et donc, je regroupe les gels. À cette époque-là, j'étais très gel, donc je commence à préparer ma ceinture et tout. Le samedi, je repasse un petit peu tout en veille avant le départ du dimanche. Tout est prêt. Le dimanche matin, je me lève, je pars. On a eu un temps de merde d'ailleurs, mais ça c'est autre chose. Et puis on part pour la course. Super bien, état de flow, j'étais mais bien dans mes temps, exactement comme il fallait. Et au 26, juste après la petite butte là à Juan-les-Pins, je prends un gel. Sauf que comme un con, c'était pas un gel, c'était un tube de crème solaire. Parce que j'ai pris les gels qui ont été mis dans le package de dotation et j'ai pas fait gaffe. Et ça a mal fini sur ce marathon-là. Mais l'anecdote, ce qu'il faut retirer finalement, c'est que on ne teste rien en compétition, quoi. Tu vois, je me suis dit, ils ont donné des gels, c'est cool, je vais les tester en plus des miens, je vais prendre plaisir, ça c'est des goûts que j'aime bien, etc. Et j'ai pas fait gaffe qu'en plus des gels, j'ai glissé un tube de crème solaire et qu'en plus c'est le premier gel que j'ai été chopé parce que j'ai pris la ceinture, clac, tu ouvres, flap. Et alors c'était là. Et non, mais voilà, la morale de l'histoire, c'est on ne teste rien le jour de la compétition. Il faut vous habituer à manger, à boire pendant les entraînements. Vous savez ce que vous supportez. Et en plus, il faut vraiment tester, surtout sur du long, sur de l'Ironman par exemple. Tu pars pour 180 bornes de vélo. Et potentiellement, suivant les capacités que tu peux avoir à ingérer des choses, tu vas avoir un type de gel ou un type de nutriments pour la première partie, un autre type pour la deuxième partie, et puis encore un autre type pour la course à pied, voire même resplitter encore en deux sur le marathon. C'est important. Mais encore une fois, c'est des choses qui s'entraînent. C'est au même titre que l'entraînement, ça se prépare pendant l'entraînement. Et quand on arrive à la compétition, on n'a pas de surprise et on fait pas la bêtise de se dire tiens, un nouveau gel, une nouvelle barre, un nouveau sandwich, si j'essayais. Puis une nouvelle crème pour le corps. C'est ça, exactement. Non, mais c'est une anecdote que j'aime bien parce que justement, ça permet vraiment de mettre en situation la connerie qu'on a très certainement tous déjà fait, et pourtant j'avais déjà quelques années d'expérience dans le domaine, tu vois. Et du coup là, ça c'est ton projet Ironman. Tu me disais off la dernière fois que tu commences à rentrer un peu dans le dur, justement à suivre un petit peu tout ça. À côté de ça, il y a ton projet Pabloxy. Tu nous en parles rapidement. Pourquoi te mettre à lancer une chaîne, un compte Insta pour raconter tes histoires?
le pseudo-influenceur. Alors du coup, pour le coup, c'est pas du tout pour ça. C'est pas du tout pour gagner des abonnés et rechercher de la visibilité. C'est plusieurs motivations. La première, peut-être commencer par ça, c'est que de par mon expérience dans l'événementiel sportif aussi et mes convictions, je suis persuadé que pour moi, le sport change des vies et qu'il y a des vrais bienfaits physiques et mentaux liés à une pratique physique régulière. Et du coup, à mon échelle, j'essaie, en postant tous les jours des petits contenus de mes entraînements avec, j'essaie un ton un peu humoristique, à démocratiser la pratique du sport et surtout du triathlon. Et je le vois autour de mon cercle le plus proche, hein, mes potes osent pas se mettre au triathlon, notamment on en parlait tout à l'heure avec Charlie, parce qu'ils n'ont jamais nagé. Et en fait, je veux vraiment essayer de casser un peu tout ça, ces croyances qu'on a sur le côté insurmontable d'un défi sportif aussi et du triathlon. Donc ça, c'est une des raisons. Une autre raison aussi, c'est que, en gros, j'ai perdu, quand j'étais au collège, donc très jeune, 2 amis d'un cancer. Et du coup, je voulais rattacher ce défi sportif à une cause, du coup, qui est le cancer, qui nous touche tous plus ou moins de près ou de loin. Et donc, je suis rattaché, du coup, à la Ligue contre le cancer. Et j'ai une page de collecte où tous les dons, jusqu'à la date de mon Ironman, sont collectés et seront reversés du coup à la Ligue contre le cancer pour évidemment leur mission de recherche et aider les personnes malades. Donc ça, c'est une dimension solidaire aussi que je voulais vraiment apporter à ce projet-là. Et après, évidemment, à titre plus perso, voir jusqu'où je peux aller, surpasser un peu mes limites et voir où est-ce que mon corps peut aller chercher les ressources et jusqu'à où surtout. Et ce côté équilibre, comme je te le disais, équilibre de vie, discipline, qui sont des qualités que j'essaie de développer, que j'avais pas vraiment avant. Et qui pour moi sont intéressants et qui dépassent même l'ordre du sport et qui te servent dans ta vie de tous les jours, au travail et en perso. Et du coup, tu partages tout ça, comme ça, ça permet de peut-être d'éveiller des consciences ou de rappeler certaines choses à ceux et celles qui te suivent. Et du coup, ouais, c'est ça. Et puis aussi, j'ai un projet là qui est en train de se ficeler, compliqué, mais j'espère y arriver. C'est de créer un documentaire avec une boîte de prod qui retracerait du coup ma prépa jusqu'au jour de compétition. Et derrière, ce documentaire, le diffuser dans une salle de cinéma, sûrement à Paris, et inviter la Ligue contre le cancer et du coup proposer à toutes les personnes venues pour cette diffusion-là, à la fin de la séance, de reverser le don, n'importe quelle somme, à l'association qui sera là physiquement. Et pour moi, ça viendrait un peu boucler la boucle de ce projet qui dépasse pour moi l'aspect, on va dire, vraiment sportif. Et après ça, après ton Ironman, tu as déjà des choses en tête? J'aime bien me projeter, quoique j'ai du mal à me projeter sur ça encore à date. Je suis vachement concentré là dans ma prépa, mais j'aimerais revenir sur de la courte distance et aller chercher des chronos que j'ai jamais eu, histoire de pouvoir dire à mes enfants et petits-enfants oui, le 10, j'avais fait 39-59 en 2028. Mais j'aimerais vraiment repartir sur du 10 semi et travailler la vitesse et avoir des chronos plus sympas, quoi. Plus sexy. Plus sexy, exactement. Un peu comme les tiens, quoi. Ouais, écoute, on n'y est pas encore. Mais du coup, justement, tu vois, pour ça, le triathlon peut vachement aider parce que le fait de pratiquer 3 sports, alors t'es pas obligé, évidemment, si tu te recentres sur du court ou du semi-court en course à pied, ouais. T'es pas obligé d'avoir de garder un rythme d'entraînement d'un triathlon et en particulier d'une préparation d'Ironman. En revanche, le fait de pratiquer les 3 sports, peut-être une fois chaque sport dans la semaine, enfin une fois la natation, une fois le vélo, plus après tes entraînements course à pied, te permet de croiser. Et donc le fait de croiser, ça te permet de bénéficier de l'avantage d'un sport
dans l'autre. Ça te permet aussi de changer les groupes musculaires et les articulations qui sont sollicités et donc d'éviter les blessures. Et puis, ça te permet de gagner en endurance, en capacité respiratoire, etc., etc. Donc, garde un petit pied dans le triathlon quand même. Hein, Ah oui, non, bien sûr. Là, je te disais de la vitesse sur de la course à pied, mais il y a aussi le tri 24, tu sais, le triathlon pendant 24 heures. J'ai déjà fait les 24 heures du Mans à vélo à 2 reprises avec des potes. Et j'ai bien aimé ce format et je pense que sur du tri, ce serait la prochaine étape. ça, c'est sympa. On avait reçu le fondateur de l'épreuve sur un ancien épisode. Et c'est vrai que c'est une épreuve qui a l'air assez sympa et puis très engageante. Enfin, je veux dire, que tu y ailles avec ton entreprise ou que tu y ailles avec, c'est jusqu'à 6, je crois, avec 5 autres potes. Effectivement, ça doit être un moment de partage relativement exceptionnel. Complètement. Paul, merci beaucoup pour tout ça. Est-ce qu'il y a des questions que je ne t'ai pas posées auxquelles tu aurais voulu répondre? Écoute, non, je pense que j'ai assez parlé, non? Bon, c'est pas mal, hein, on a rempli les oreilles de nos auditeurs pendant un peu plus d'1 heure. Moi, j'ai 2 dernières questions. La première, le podcast s'appelant Devenir triathlète X Opentree. Comment est-ce qu'on fait pour devenir triathlète? Comment est-ce qu'on fait pour devenir triathlète? Eh ben, c'est très simple. Je pense qu'il faut s'enlever certaines croyances qu'on peut avoir et tout simplement passer à l'action et prendre, alors peut-être pas prendre un dossard directement, c'est peut-être pas le bon réflexe, mais au moins cogiter sérieusement sur le fait que c'est une discipline comme un autre sport et que comme tout sport, il y a des difficultés et ça passe par de l'information et ensuite de l'entraînement. Et puis la deuxième petite question, où est-ce qu'on te retrouve? Où est-ce qu'on te suit? Tu nous as parlé du projet Pabloxy. C'est où? C'est sur tous les réseaux sociaux? C'est Insta, c'est TikTok, c'est YouTube? C'est Instagram principalement et TikTok, mais surtout Instagram, donc Pabloxy, Pabloxy. Voilà. Et bientôt un documentaire peut-être dans une salle de cinéma, j'espère. Inch'Allah, on verra bien. Écoute, Si hâte de voir tout ça. On mettra les liens dans les notes de l'épisode. On mettra aussi les liens vers ta page de collecte. Comme ça, s'il y en a qui veulent contribuer, vous êtes les bienvenus. Où est-ce qu'on te retrouve en ce moment si on va aller courir avec toi? Plutôt du côté de Paris, plutôt du côté du sud de la France? Eh ben, entre les deux, je suis basé entre Cannes du coup et Paris. Et là, actuellement sur Paris, mais je fais souvent la navette entre ces 2 villes-là, donc avec plaisir de s'entraîner avec quiconque le souhaite. Dans tous les cas, il sera devant moi, je pense. Tout ça, c'est très. Je pourrais les filmer ou le prendre en photo. Voilà. Écoute, on ira courir ensemble. Comme ça, au moins, pour une fois, j'aurai des photos et des vidéos. Bah ouais, quand tu passes dans le sud, ton père est là-bas, c'est ça, tu m'as dit? Ouais, mon père est à Roquefort-les-Pins, donc pas très loin de Cannes. Ok. Bah avec plaisir, tu m'écriras et avec grand plaisir. Ça marche. Merci beaucoup, Paul. À très bientôt. Ben merci Hermano pour l'invitation et Charlie aussi, et à très vite. Et j'espère que ça vous a plu, que j'ai pas trop raconté ma vie. En tout cas, j'ai passé un super moment à vos côtés. Et merci pour ce que vous faites sur ce projet-là. Écoute, c'était très sympa. Bon courage pour la fin de la prépa. Et puis, on suivra comment se passe ton Ironman de Hambourg dans quelques mois. Ouais, quelques semaines aussi. Ouais. Ok, trop bien. À plus. Salut.